Bonsoir. Faut-il se réconcilier avec Bachar el-Assad pour vaincre les djihadistes de l'État islamique? Faut-il passer l'éponge sur 200 000 morts pour éviter que cette guerre ne dure encore en Syrie pendant des années, ne finisse par embraser toute la région, y compris et à commencer par le Liban? Beaucoup de chefs d'État commencent à se poser cette question, mais ce soir, c'est vous qui devrez y répondre parce que vous êtes président. Vous pourrez voter sur le site itélé.fr, nous suivre aussi avec le hashtag. Et pour vous aider à trancher, parce que cette question est compliquée, nous avons réuni un conseil de crise. À partir de maintenant et pour 40 minutes, vous êtes président. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. À mes côtés, Jean-Marc de la Sablière, vous êtes le diplomate ce soir, vous avez été conseiller diplomatique de l'Élysée, ambassadeur auprès de l'ONU. Notre chef d'état-major, c'est Jean-Patrick Gaviard, vous avez dirigé des opérations, notamment celle sur le Kosovo, où l'aviation avait un rôle important, comme en ce moment en Irak et en Syrie. Christian Chesneau, vous co-écrivez, vous co-signez avec Georges Malgrenot Les Chemins de Damas, cette relation entre Paris et la Syrie. Vous l'avez étudié et vous en avez fait un livre. Et Jean-Luc Manot est notre conseiller politique ce soir. La question et le débat est assez simple. Cela fait désormais 4 mois depuis le début du mois d'août que les bombardements ont commencé sur l'Irak et sur la Syrie. Environ 1000 sorties, 1000 frappes. Et pour la première fois, il y a quelques jours, le Pentagone estimait que Daesh, l'État islamique, avait été stoppé. On est encore loin de la victoire. Et puis, il y a eu cette interview donnée par Bachar el-Assad à nos confrères de Paris Match. Et cette phrase que chacun a relevée, parce que c'était sans doute l'objectif et le message qu'il voulait faire passer. On ne peut pas mettre fin au terrorisme par des frappes aériennes. Des forces terrestres qui connaissent la géographie et agissent en même temps sont indispensables. Ces forces terrestres, suivez mon regard, évidemment, il parlait de sa propre armée. Faut-il donc se réconcilier avec Bachar el-Assad pour vaincre les djihadistes de l'État islamique? Messieurs, je vous donne 1 minute à chacun pour me dire votre sentiment avec un argument fort. La diplomatie commence. Je crois que non. Je crois qu'il ne faut pas reprendre contact, se réconcilier, comme vous dites, avec lui. Je crois que c'est contraire à la logique. Je crois que c'est également contraire à la morale. Et je pense aussi que ce serait inefficace. Donc, pour ces 3 raisons. Je crois que c'est contraire à la logique. Pas logique, pas morale, inefficace. On va développer. Du côté du militaire? Moi, même réponse. Je pense que je dirais non pour une simple et bonne réponse. C'est que les armées françaises sont aujourd'hui très engagées, comme vous le savez, bien sûr, en Irak, mais aussi dans l'opération au Sahel, à Barkhane. Et que les contrats opérationnels sont atteints, comme l'ont dit tout récemment les différents chefs d'état-major. On ne peut pas tout faire, quoi. On est en limite de ce que les armées françaises peuvent faire aujourd'hui. Jean-Luc, la politique? Ma réponse est un non, mais. Non, sans doute pas se réconcilier. Maintenant, s'il y a une possibilité d'utiliser Bachar el-Assad contre le danger principal qui est celui de l'islamisme radical, en une formule, si on peut utiliser la peste pour éradiquer le choléra, ou le contenir en tout cas, il ne faut pas s'en priver. D'accord, on va y revenir. Intéressant. Christian? Oui, compliqué parce que, après tout ce qu'on a dit sur Bachar, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, c'est impossible d'avoir une réconciliation. Sauf que, on le révèle dans le livre, François Hollande a quand même envoyé une délégation de services de renseignement en décembre 2013 pour essayer de renouer sur le sécuritaire. C'est donc qu'on y pense. On y pense, ouais. Mais c'est vrai, je suis un peu sur la ligne de Jean-Luc, c'est que là, l'ennemi numéro 1, et d'ailleurs pour les Américains, l'ennemi numéro 1, c'est Daesh, et c'est plus Bachar. Et donc, ce qui peut aider à tuer Daesh, effectivement, est bien vu. D'accord. On va faire un point sur la situation sur cet homme déjà dont on parle, Bachar el-Assad. Qui est-il? C'est d'abord le fils de son père, Hafez el-Assad, qui a dirigé ce pays pendant de très nombreuses années, un système verticale, une dictature qui s'appuie sur un parti, le parti Baas. Il n'était pas prédestiné à être président, c'est plutôt son frère, mais il est mort dans un accident de voiture. Son frère est donc Bachar, qui était ophtalmo et qui avait plutôt cela en tête, a dû prendre les rênes du pays à partir de 2000. Et désormais, les relations diplomatiques de la France avec la Syrie sont rompues depuis le déclenchement de cette répression et aujourd'hui de cette guerre. Christian, quels seraient les avantages de se rapprocher d'Assad? Ça serait surtout de se rapprocher de ses services.
qui sont efficaces. C'est un régime qui a été fondé sur les services de renseignement, qui connaissent très bien les islamistes, les djihadistes. Parfois, ils ont joué double jeu. Dans les années 2003, quand les Américains avaient envahi l'Irak, ils surveillaient, ils laissaient passer, ils arrêtaient. Ils ont aussi rendu des services à la France. Il y a un attentat français qui a été évité à Lyon parce que les Syriens nous ont donné des noms, des cellules. Donc là, il y a un vrai... Récemment, là ? Il y a quelques temps. Enfin, je sais pas dans le temps récent, mais alors, le problème, c'est que maintenant, encore une fois, on a tellement chargé Bachar, et à juste raison, parce qu'effectivement, il y a eu une répression féroce, qu'on voit mal comment on pourrait se réconcilier, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, avec l'État islamique qui est stoppé, mais qui est encore de beaux restes, j'allais dire, et qu'il est loin d'être abattu, parce que, comme on l'a dit, les frappes aériennes ne suffiront pas, il faudra des forces terrestres, et effectivement, il faut tout envisager, quoi. D'accord, donc ça pourrait être éventuellement le boulot des services, mais de là, une reconnaissance un peu générale. Ils y ont été, les services. Encore une fois, en décembre 2013, les services français vont toquer à la porte de Bachar pour dire est-ce qu'on pourrait coopérer sur le sécuritaire. Général. Juste sur ce point, je pense que si effectivement on doit renouer le dialogue, je pense que les services qui étaient très présents au Sahel depuis la libération du dernier otage peuvent basculer effectivement dans ce travail-là. D'accord, bon, ça c'est pour les services. Quelle est aujourd'hui la stratégie de la coalition contre Daesh, contre l'État islamique? La guerre qu'on fait, on la fait comment et dans quelle logique? Je crois que le plan est assez simple et en même temps très complexe. C'est un plan qui consiste à contenir d'abord Daesh dans les territoires qu'il a conquis, et puis dans un deuxième temps de reconquérir les territoires. On voit une carte, oui. C'est notre dispositif. Quand je dis notre, c'est celui de la coalition, c'est ça qui est autour? Voilà, on voit donc tous les appareils, puisque actuellement, en dehors des forces spéciales et des avions de combat, il n'y a pas de troupes occidentales, c'est ce qu'on a appris en Afghanistan, pas de croisés, pas de guerre d'occupation par des troupes occidentales sur un terrain. On vient juste de sortir de l'Afghanistan et de l'Irak, donc c'est exclusivement des avions et des forces spéciales qui sont sur le terrain. Récemment, la France a mis en place des Mirage 2000 en Jordanie, donc au plus près du théâtre. Donc on commence à rentrer dans la phase 2, qui est de commencer à effectivement reconquérir, ou tout du moins reprendre certaines places en se rapprochant du théâtre. Qu'est-ce qu'on bombarde et pourquoi faire? Alors, les bombardements consistent à arrêter la logistique de Daesh, mais surtout, je crois que c'est ça qui est important, c'est pas forcément de détruire, c'est aussi de limiter leur liberté d'action. Puisqu'on a la suprématie aérienne, on fait peser sur les troupes au sol cette menace qui est H24. Et donc, ils se déplacent beaucoup plus difficilement, ils approvisionnent beaucoup plus difficilement. Ça, c'est le problème de la maîtrise du ciel et la liberté d'action des forces irakiennes, puisque si on est en Irak, c'est ça, mais aussi des forces syriennes, quelque part. Et c'est là où on peut rediscuter. Mais en même temps, un pouvoir d'attrition et en même temps, sur les centres de gravité, qui sont des centres financiers, on le sait, et on sait par exemple qu'un certain nombre de puits de pétrole ont été bombardés justement pour asphyxier financièrement Daesh. D'accord. Il faut quand même, sur ce point, qui est le point militaire de Daesh, il faut rappeler deux choses. La première, c'est que Daesh est en partie, je veux dire, une création d'Assad. C'est-à-dire qu'Assad, en tous les cas, n'a pas combattu Daesh à l'Est. On a vu Daesh s'étendre à l'Est, il a laissé faire. De même qu'il a laissé faire dans le Nord, il a laissé faire. Deuxièmement, il a libéré à un moment donné des centaines de gens peu recommandables qui sont allés renforcer Daesh, n'est-ce pas? Donc il a joué le pire. Il a lui-même, comme souvent il l'a fait, n'est-ce pas, instrumentalisé la déstabilisation pour ensuite se présenter comme le rempart, n'est-ce pas? C'est quelque chose dont il a l'habitude. Bon. Et deuxièmement, il faut bien voir qu'actuellement, il ne combat pas Daesh. Il y a eu un bombardement, d'après ce qu'on me dit, à Raqqa, mais actuellement, il ne combat pas Daesh. Donc, ce sont des faits. Sa logique, Christian, c'est quoi? C'est qu'il met le feu à son propre pays. Non. On aurait dû intervenir contre lui à l'époque où Hollande était décidé et où Obama ne l'a pas fait. Hein. De toute façon, c'est-à-dire qu'il y avait deux ennemis. Sur ce que dit Jean-Marc de la Sablière, c'est vrai que Bachar a libéré des gens pas forcément fréquentables. C'est aussi des gens qui étaient demandés par l'ONU. Vous savez, au début, Kofi Annan a donné des listes de prisonniers à libérer. Et parmi ceux-ci, il y avait des islamistes. Mais c'est vrai que Bachar joue double jeu. Mais c'est vrai que la vraie matrice de Daesh, c'est l'Irak.
c'est 2003, c'est la fusion entre les baasistes, les nationalistes et les djihadistes en 2004, 2005, 2006, c'est Zarqawi. C'est là la vraie matrice. Et c'est vrai que le chaos irakien vient contaminer. Pour revenir à la question sur la réconciliation, il y a un fait, c'est que les choses ont changé. Il y a quelques mois encore, les Occidentaux pensaient que Bachar el-Assad ne tiendrait pas, que c'était quelque chose qui allait s'écrouler relativement facilement. Je dis bien relativement. Parce pourquoi il tient alors ? Et en réalité, il a réussi à tenir de manière exceptionnelle avec le soutien des Russes, avec un soutien international quand même assez puissant. Et donc nous sommes en train de poser la question aujourd'hui de savoir comment utiliser ou comment jouer avec Bachar el-Assad, alors que nous avons perdu en réalité le début de guerre que nous avons lancé, une guerre avortée qui a été fatal au président français après le no-go d'Obama. Donc il y a eu une erreur d'analyse au début, on pensait qu'il allait tomber comme un fruit mûr, et il est toujours là. Il y a 3 mois. Il n'existerait pas sans le Hezbollah, sans l'Iran et sans les Russes. Mais c'est quelqu'un qui est épuisé, n'est-ce pas? D'où la question qu'on se pose ce soir. Il est toujours là, qu'est-ce qu'on fait avec les Russes? Oui, et les Iraniens. On va y revenir. Mais l'autre sujet, c'est que je voulais simplement vous faire voir une carte qui va vous montrer l'état des forces aujourd'hui sur le terrain. Parce qu'évidemment, si on cherche des gens fréquentables dans la région, pour se trouver des alliés, on risque d'avoir du mal. Mais il y a des rapports de force qu'on ne peut pas éviter. Alors, ça paraît de loin un peu être une peau de léopard, mais il y a les zones en vert. Des jolies couleurs pour beaucoup d'horreur quand même. Énormément, 200 000 morts, on le rappelle. Le régime et les zones contrôlées par le régime sont en vert. Celles contrôlées par l'État islamique en mauve au nord. Il y a évidemment l'intervention des Kurdes, on va y revenir. Et puis ces zones de rebelles. Alors ce qui est en jaune en gros, c'est les rebelles sur lesquels on pourrait s'appuyer ou qui du moins sont un peu plus fréquentables que les autres. Oui, non, parce qu'en jaune, il y a le Front el-Nusra, qui est une filiale d'Al-Qaïda. Et puis l'armée syrienne libre, entre guillemets des modérés. Mais c'est vrai que maintenant c'est une mosaïque des groupes éclatés qu'il est très difficile de s'appuyer. Et d'où la difficulté d'ailleurs des Occidentaux de trouver des modérés en ce moment, parce que là, c'est très difficile et personne n'est fiable. On les a soutenus un peu tardivement. Voilà. Et en plus, voilà. On a une dépêche qui est tombée cet après-midi et qui nous explique qu'à Alep, vous voyez, cette zone de contact entre le vert et le jaune, eh bien, en ce moment, les troupes de Bachar el-Assad sont en train de remener une offensive pour essayer de reprendre Alep. D'encercler, en fait, il essaye d'encercler Alep. On peut revoir la carte, Thierry, s'il vous plaît. C'est symboliquement très important. Et ensuite, il veut arrêter ou stopper le ravitaillement qui peut venir de Turquie. D'accord. Écoutez, John Kerry, chef de la diplomatie américaine, qui il y a quelques jours était relativement optimiste sur l'avancée militaire de cette opération. It is much harder now than when we started for Daesh to assemble forces in strength, to travel in convoys, and to launch concerted attacks. No large Daesh unit can move forward aggressively without worrying about what will come down on it from the skies. In coming weeks, the coalition's train, advise, and assist missions for Iraqi security forces will expand. Airstrikes will continue as necessary. Je vous rappelle que vous êtes avec nous et que vous pouvez voter sur le site de iTélé pour trancher cette question. Faut-il se rapprocher de Bachar el-Assad pour gagner cette bataille au sol? On a bien compris, les opérations aériennes semblent fonctionner. Mais qui va tenir les positions au sol? Sur qui peut-on s'appuyer? Qui va faire la guerre qu'on ne fait pas au sol? La solution, elle sera politique. Actuellement, ce qui est tenté stratégiquement, aussi bien d'abord en Irak, mais également en Syrie, c'est du containment. Ça veut dire qu'il faut les arrêter. Mais personne ne peut penser que l'on puisse gagner militairement contre Daesh. En Irak, l'armée irakienne fait le travail. En Irak, la solution sera, si elle existe, politique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les tribus, il faut ce qu'on appelle, je ne sais pas si à tort, en tous les cas les sunnites modérés, quitte Daesh, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une politique en Irak qui a été une politique anti-sunnite, qui a été une politique qui a été menée par Maliki, je veux dire, qui est anti-sunnite et qui a fait que les sunnites, en majorité, se sont allés vers Daesh. Et en Syrie, c'est la question également, c'est qu'actuellement en Syrie, il faut voir que Bachar el-Assad est quelqu'un, c'est un alawite, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a un problème avec les sunnites. Les sunnites représentent 70% de la population. Et donc penser qu'il puisse y avoir une victoire militaire uniquement en Syrie est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, la solution en Syrie, elle sera politique. D'accord, mais on ne va pas négocier avec Daesh. Ils sont environ 50 000 hommes. Non, mais il faut bien les réduire, ces 50 000 hommes. Comment on fait, général, pour... Comme toujours, je pense que c'est les deux. Il faut combiner une avancée militaire et la concrétiser, bien sûr, et la finaliser par des accords diplomatiques.
Et là, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en Syrie, comment est-ce qu'on réduit cet homme qu'on voit, cette organisation de l'État islamique? Alors effectivement, les frappes aériennes menées par les Américains, puisque les forces occidentales, et en particulier les Français, ne sont pas en Syrie. Mais j'arrive. Donc il faut s'appuyer sur des forces terrestres. Et je pense que les Américains, ça c'est moi qui le pense, ont regardé vers l'armée de libération de la Syrie, syrienne, l'ASL. Et ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas suffisamment forte, elle est en réduction, elle ne fait que 15 000 hommes aujourd'hui, elle est très opaque, il n'y a pas beaucoup de confiance, les Américains n'ont pas confiance. Donc, une fiche élaborée sur l'ASL, voilà, en gros, c'est les officiers syriens qui ont fait défection et qui ont voulu créer une armée libre. Et qui ont été approvisionnés en armes, mais qui ont été abandonnés, je pense. Dirigé par Salim Idriss, qui a été éliminé parce qu'il était corrompu. Qui est le deuxième chef est-ce qu'on peut poser une question Est-ce que le politique peut poser une question militaire? Il est là pour ça. Est-ce que la solution pour les battre, c'est pas ce que dit Bachar el-Assad? C'est-à-dire, il dit, il faut des gens qui aillent au sol, qui connaissent le terrain. Il faut que ce soit nous, en gros. Est-ce qu'on a d'autres solutions qu'à partir du moment où on ne veut pas être dans une logique de croisée avec occupation du terrain au sol? Est-ce qu'en appui de nos tirs aériens, est-ce qu'il ne faut pas que des troupes arabes aillent sur le terrain? On peut faire que la moitié du travail. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'au départ, les Américains ont essayé de s'appuyer sur l'ASL, l'armée de libération. Ils ont été très déçus pour différentes raisons qui viennent d'être expliquées. Et donc en ce moment, ils réfléchissent à pourquoi pas, avec pragmatisme, utiliser les forces d'El-Assad. Et d'ailleurs, il rebondit là-dessus, puisqu'il en parle. Donc, quel est le niveau de ces forces? Moi, je crois que c'est la deuxième question. Il y a aussi les Kurdes. C'est-à-dire que là, ceux qui ont résisté pour un moment à Daesh, c'est les Kurdes. Les Peshmerga en Irak, c'est pour ça que la France aide les Peshmerga irakiens. Et puis vous avez, entre guillemets, les mauvais Kurdes de Syrie, parce qu'ils sont affiliés au PKK. Ils sont entre Bachar et les rebelles. Et c'est eux, à Kobané, qui résistent. Et là, c'est eux qu'il faut aider, parce que c'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui font reculer Daesh à Kobané. Mais c'est vrai qu'après, ils ne pourront pas aller bien loin s'ils n'ont pas un soutien énorme d'armes. Bien, mais une fois que vous les aurez aidés, ces Kurdes, ils vont demander un État et ils vont le demander sur la Turquie. Oui, mais enfin, je veux dire, on n'en est pas là. Les Kurdes sont à la fois unis et désunis. Je veux dire, l'histoire de l'État kurde, c'est pas quelque chose qui va arriver demain. Il faut quand même voir quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il y a 70% de sunnites en Syrie. Et que s'arranger avec Bachar, c'est de faire basculer l'essentiel de ces sunnites du côté de Daesh. Donc c'est une complication, et donc je crois que c'est un dossier qui est extrêmement compliqué, et que en gros, vous nous dites que le sens de l'histoire, c'est d'aller au bout de la logique. Je dis que vous ne pouvez pas. Et de lâcher que si l'intérêt de la France, et je crois que c'est l'intérêt de la France, et qu'il y ait une stabilisation à un moment donné de cet ensemble irakien et syrien. Et cette stabilisation, elle part par un accord politique dans chacun des pays. Ça veut dire qu'il faut que les sunnites trouvent leur place dans chacun de ces pays. Sans ça, vous n'aurez pas d'accord. Donc, autrement dit, que l'on fasse du containment et qu'on essaye, si vous voulez, au maximum de combattre Daesh est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que la victoire ou bien la solution en Syrie comme en Irak n'est pas une solution militaire, c'est une solution politique et qui passe notamment par les sunnites. Et donc, il faut faire très attention dans le fait, si vous voulez, que les sunnites et Bachar, ça ne se passe pas bien. D'accord. On va en parler juste après une pause de pub. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à reconstruire ce pays, avec ou sans Bachar? La question aussi politiquement, il va falloir se la poser. Je vous rappelle que vous êtes, vous, ce soir, le président, que c'est à vous de trancher cette question. Vous pouvez le faire sur le site itélé.fr. Restez avec nous, prenez le temps un peu de réfléchir pendant la pub. On se retrouve dans peu de temps. S'il existe, Dior le découvrira, le plus exaltant des secrets. Né du soleil, de l'eau, du feu et de la terre. Ce parfum ne se découvre pas. Il vous découvre. J'adore Dior.
Coton Chic, Daniel Hechter. Noise flies high. No one there to see it. Noise flies high. Chou, t'as 8 secondes pour m'épater. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Avec Pulsar, chaque seconde compte. L'homme idéal est un mythe. Son parfum, une réalité. Guerlain. Avec la carte Fnac, profitez de 5% de réduction toute l'année sur le high-tech. Fnac. Je suis capitaine d'industrie. Je suis exploitant agricole. Je suis artisan boulanger. Enseignante sociétaire. Je suis dentelière. Conseiller en gestion de patrimoine. Architecte. Je suis conseillère Banque Populaire, la banque de ceux qui entreprennent. Et parce que je suis au cœur d'un réseau riche de toutes leurs expériences, je saurai additionner les bonnes compétences pour multiplier vos chances de réussir. Banque Populaire, additionnez les forces, multipliez les chances. The past can be beautiful. A memory, a dream, but it's no place to live. The only way out is up. And it's not heaven. It's a new world. The future is gold. J'adore. Dior. Vous êtes toujours sur iTélé, mais vous êtes président pour encore un quart d'heure et vous avez à trancher une question qui n'est pas facile. On en a déjà parlé en première partie. Est-ce qu'il faut se réconcilier avec Bachar el-Assad pour gagner cette guerre contre les djihadistes de l'État islamique qui sont partis pour durer et qui est en train d'embraser toute la région? Je vous propose simplement de regarder cette carte du nombre de réfugiés qui ont quitté ce pays qui est en guerre maintenant depuis 2 ans et qui sont allés sur les pays alentours et notamment au Liban. Aujourd'hui, il y a un nombre de réfugiés au Liban qui est absolument impressionnant, 720 000, peut-être plus, pour une population, Jean-Luc, puisque vous en revenez 6 millions. Donc, si on ramène ça à la France, c'est comme si la France avait 10 millions de réfugiés. 10 à 15 millions, parce qu'en réalité, il y a 1 million, 1 million 200 000. Oui, parce que donc c'est toute la... officielle, parce qu'en Turquie, il y en a encore plus. À 2 millions. Oui, il y a 1,5 million. Donc, on est dans une situation qui ne cesse de déstabiliser toute la région, à commencer par le Liban, avec lequel la France a des relations quand même très, très étroites. Est-ce qu'il faut dire halte au feu, on stabilise? Et puis, pourquoi pas, on se remet à discuter avec Bachar el-Assad, sans dire que c'est notre meilleur ami. En tout cas, c'est le plan des Mistora. C'est-à-dire que l'ONU, il y a eu l'échec de Genève 1, Genève 2, ça n'a pas marché, les négociations de paix. Donc là, il y a un nouveau plan qui est en train d'être mis sur la table. C'est-à-dire, on commencerait par Alep, des zones de cessez-le-feu, de gel, et c'est là tout le travail diplomatique est en train de se faire. Les Français ne sont pas forcément d'accord parce qu'ils disent, si on commence à geler sur le terrain, ça fait le jeu de Bachar, mais il faudra bien commencer par quelque part. Et donc, c'est là, les Russes commencent à avoir des opposants à Moscou. Donc tout l'enjeu, c'est de rebâtir un processus diplomatique de transition qui n'a pas eu lieu ou qui s'est mal passé. Puisqu'on parle de diplomatie, quand on a rompu des relations avec un pays, est-ce qu'on peut reprendre le dialogue? Comment on fait? Oui, mais je veux dire, je pense que ce n'est pas un vrai sujet. Je crois que sur le plan diplomatique, les vrais interlocuteurs, ce sont, et sur le plan diplomatique, dans cette affaire, les vrais interlocuteurs, ce sont les Russes, ce sont les Iraniens. C'est eux qui ont la clé. C'est eux qui ont les cartes, n'est-ce pas, actuellement. Ce sont les Russes, ce sont les Iraniens. Et parce qu'ils soutiennent Bachar. Il y a la sortie de l'affaire syrienne. C'est un accord sur un gouvernement de transition où les uns et les autres, ça veut dire aussi bien les sunnites que les alaouites ou les chrétiens, les communautés, trouvent des garanties. C'est ça, n'est-ce pas? Et pour que cela se fasse,
il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et par exemple, aujourd'hui, l'Iran n'est pas autour de la table. Deuxièmement, les Russes, qui sont, je pense, ceux qui ont la main maintenant sur Bachar, les Russes n'ont pas voulu faire de pression actuellement sur Bachar. Et finalement, on n'a pas réussi aussi bien à Genève 1 qu'à Genève 2. Et c'est parce qu'on n'a pas réussi encore, parce que les conditions ne sont pas réunies de faire ce grand accord diplomatique, que Staffan de Mistura, qui est l'actuel représentant des Nations Unies, dit puisqu'on ne peut pas partir par le haut, partons par le bas. Et essayons de faire des accords qui soient des accords de pacification, des accords de gel, en commençant par Alep. Et puis on va, d'une part, peut-être créer la confiance, espérons, et deuxièmement, régler des problèmes humanitaires et créer peut-être pave the way. Ça veut dire créer le chemin pour ce grand accord. Alors, excusez-moi, il faut l'aider dans son... de focaliser sur lui, mais c'est avec ou sans Bachar el-Assad? On lui a promis la Cour pénale internationale. On dit qu'il a du sang sur les mains. Ce qui a changé, comment on va expliquer ça aux Français en disant, en fin de compte, on se remet à discuter avec lui? Ce qui change, c'est que Bachar n'est plus un préalable à la discussion. C'est qu'au début, Genève 1, Genève 2, on disait Bachar doit partir au début du processus de transition. Maintenant, les Russes, les Américains et même les Français disent qu'il partira à la fin. Il partira à la fin. Et donc, comment on remet en route ce processus? Et c'est toute la difficulté. Mais on garde le régime? C'est-à-dire qu'on garde cette dictature, on garde les services secrets, on garde les tortures, on garde les moukrabaraj, on garde la censure, on garde tout. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait un gouvernement de transition où il y ait des gens de chez Bachar, des gens du régime, pas des gens du régime, et que à la sortie, donc la grande difficulté, la grande discussion, c'est sur Bachar lui-même. C'est la grande discussion. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a des intérêts des communautés, la communauté alaouite, et Bachar, bon, il est alaouite, mais à la sortie, il faudra bien, vous savez, Bachar, il est certainement partie du problème, il sera dans un moment encore sur place, mais il ne fait pas partie de la solution pour la Syrie sur le long terme. Ça sera sans lui. Moi, je pense qu'il manque un acteur, c'est Daesh. Quand même, Daesh va continuer à pousser, à être terrorisé. Donc, il faudra là, vers qui on négocie. Il faudra bien résoudre le problème militairement. Compte tenu du passif, quand même, on peut dire une chose, c'est que à 5 ans, Bachar est sans doute mort politiquement. C'est pas l'homme avec qui on va traiter, c'est pas l'homme qui va régler les problèmes. Le problème, c'est qu'il est formidablement présent à 3 mois. C'est ça. Et c'est une contradiction qui arrive souvent en politique, c'est que pour le moment, il est subclaquant politiquement à terme, mais il faut faire avec lui parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Je disais tout à l'heure en manière de boutade pendant la pause, c'est pas parce qu'on était stalinien qu'on s'est allié à Staline pour battre Hitler. Et qu'est-ce qui se passe dans l'opinion? Parce que vous disiez ça, l'opinion, elle comprend rien de manière générale et elle s'intéresse peu. Mais pour ceux qui s'y intéressent un peu, elle regarde ça. Elle a entendu à François Hollande disant il n'y a rien de plus urgent qu'aller faire la guerre, être lâché par Obama, donc elle a trouvé ça un peu ridicule. Et aujourd'hui, il y a une chance formidable pour les gouvernants occidentaux, c'est qu'il y a pire que Bachar el-Assad. Donc, dans une certaine mesure, vous pouvez dire, oui, il y a un impératif, c'est Daesh, donc ça peut expliquer qu'on mette au second plan l'objectif que nous avions. Moi, j'ai entendu. On ne dit rien, c'est bien le problème, c'est qu'on ne dit rien à l'opinion. On devrait dire ça, vous pensez? Oui, bien sûr. On va passer à l'étape d'après. Il faut dire la vérité à l'opinion, ça aide de temps en temps. La position française, c'est ni Bachar, ni Daesh. Sauf que c'est improductible. Évidemment. Et les Américains ont déjà choisi. En numéro 1, c'est Daesh. En numéro 2, c'est Assad. Ça va être compliqué. Oui, c'est un sentiment que les Américains ont basculé vers ce pragmatisme. Oui, c'est que, par exemple, les avions syriens qui survolent les régions de Raqqa, etc., pourraient être détruits par l'aviation américaine. Très clairement, ils ont la supériorité aérienne, ils ont des fantastiques avions, ils ont de quoi mesurer et d'apprécier la situation aérienne. Or, ces avions et ces hélicoptères circulent, vont sur Alep, etc. Ce qui a fait dire d'ailleurs aux Turcs, comment se fait-il que les Américains ne réagissent pas face à ça? Donc là, que c'est coordonné? Est-ce que c'est implicitement? Ça veut dire qu'on est au minimum de la coordination, voire un peu plus. Donc, on est déjà très avancé alors sur le chemin de la réconciliation. C'est est-ce qu'on se fait attirer vers ce chemin-là? Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut quand même voir, c'est que la priorité, d'après ce que je comprends, la priorité américaine, c'est d'une part l'Irak, et c'est deuxièmement de trouver une solution, je pense, avec l'Iran. Actuellement, on a avec l'Iran ce dossier nucléaire qui est un dossier très compliqué. L'Iran est un acteur majeur et on ne peut pas régler les problèmes sans l'Iran. Et donc, les Américains ménagent actuellement, si vous voulez,
ménage actuellement l'Iran. Et il pense surtout à l'Irak. Et je ne crois pas qu'il ménage Bachar. Il trouve que Bachar, c'est la conséquence. C'est la conséquence de tout ça. Alors, ça, c'est la préoccupation des Américains. Mais la nôtre, quelle est-elle? On a toujours parlé du Liban en France en disant qu'il fallait s'intéresser au Liban. Aujourd'hui, personne n'en parle. Non, parlons du Liban. Parce que quel est le risque, c'est qu'il se fasse contaminer par l'intérêt de la France, c'est très certainement qu'il y ait une stabilisation de l'Irak et de la Syrie. Je ne pense pas que l'on puisse dire que ce soit une priorité telle pour la France qu'elle intervienne là-bas. Je veux dire, il faut savoir où est-ce qu'on met nos priorités. Donc pour vous, le Liban, ce n'est pas une priorité? Attendez, je parle de l'Irak. De l'Irak, d'accord. Je pense que nous avons raison, si vous voulez, de soutenir, de participer à la coalition en Irak. Je ne pense pas que nous devions participer militairement à quoi que ce soit en Syrie. Je crois que le Liban a toujours été un pays qui nous est très proche. On a toujours beaucoup œuvré pour la stabilité, pour l'intégrité du Liban. Et aujourd'hui, les gens qui peuvent déstabiliser, n'est-ce pas, le Liban, c'est notamment les Iraniens à travers le Hezbollah, n'est-ce pas, ou Israël de l'autre côté. Eh bien, il n'y a pas de souhait, de volonté actuellement de déstabilisation du Liban. Donc, ceci peut arriver, mais actuellement, le Liban est déstabilisé par les réfugiés et par le nombre, si vous voulez, de réfugiés. Il y a des risques, je pense. Il y a des risques aussi bien du côté des gens de Daesh, n'est-ce pas, d'essayer de déstabiliser. Actuellement, je pense que c'est toujours un miracle libanais que ça tient à peu près. Et donc ça, c'est une préoccupation, je pense, majeure pour nous. Je continue parce que sur Daesh, ce qui est important également, et pour nous, Français, c'est de voir combien ce Daesh a réussi à fasciner un certain nombre dans le monde, n'est-ce pas, de fondamentalistes, d'islamistes, qui quittent Al-Qaïda et qui vont rejoindre Daesh. Et pour nous, nous devrions être très attentifs à ce qui se passe en Libye. Ça veut dire plus près de nous, je veux dire. Plus près de nous. Oui, d'accord. Jean-Luc, puisque vous revenez du Liban, qu'est-ce qu'ils disent les Libanais? Ils ont peur ils attendent que la France intervienne? Ils comptent encore sur nous? On a longtemps compté sur la France, les Libanais. Les Libanais, ça dépend lesquels, parce que c'est une telle mosaïque, vous n'avez pas une voix unique, mais les Libanais que j'ai rencontrés, en tout cas, ils disent 1 200 000, demain 1 500 000 réfugiés, avec l'aide internationale en plus qui venait de baisser. Quand j'étais il y a quelques jours, on vient de baisser l'aide quotidienne qu'on apporte. C'est intenable pour un pays comme le Liban de cette dimension. Ils disent en premier ça. Deuxièmement, ils disent évidemment la déstabilisation du pays, vous venez de le dire, qui tient à un fil, et évidemment un terrain formidable pour Daesh. Enfin, ça semble évident que cette déstabilisation-là ne peut que les servir. Et quand vous allez voir en particulier des chrétiens, ils disent une autre chose, ils disent occupez-vous un peu de nous, parce que vous nous aidez guère, et s'il y a un endroit au monde, dans ce parti du monde, où il restera des chrétiens, c'est sans doute au Liban, et vous nous aidez pas beaucoup. Et vous avez d'ailleurs des alliances de circonstances où des chrétiens sont armés par le Hezbollah pour se défendre dans la Beka, parce que les djihadistes arrivent, et vous avez des chrétiens entraînés par les gens du Hezbollah. Il me semble que depuis François Ier, c'est un petit peu l'une des responsabilités de la France que de s'occuper des chrétiens dans cette région, non ? Oui, mais sauf qu'on est un petit peu déboussolé, parce qu'encore une fois, on pensait que Bachar allait tomber en 3 mois. On a dit aux chrétiens, quittez Bachar, etc. Et quand ils ont vu ce qui s'est passé en Irak avec leurs collègues, enfin leurs cousins irakiens, c'est vrai que pour eux, ils sont tétanisés. C'est-à-dire que là, la région est tétanisée donc par Daesh, l'État islamique, parce qu'il y a des ramifications partout. Il faut rappeler qu'au Liban, Daesh a pris une vingtaine de soldats libanais en otage. Ils en ont exécuté 3 ou 4. C'est vraiment macabre. Hein. Il nous reste 2 minutes avant de voir ce que vous avez décidé chez vous en votant sur le site itilé.fr. Vous avez encore quelques minutes pour le faire. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, après ce débat assez éclairant, de faire une recommandation au chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Est-ce qu'on se rapproche discrètement, pas discrètement, officiellement de Bachar el-Assad dans un premier temps pour qu'ensuite il s'effondre? Peu importe. Plutôt dites-moi vous ce que vous avez en tête. On commence par vous, monsieur. Moi, je pense, si vous voulez, que nous ne parlons pas assez aux Russes. Je crois que les patrons dans cette affaire de l'autre côté, ça veut dire du côté de Bachar, ce sont les Russes. Et que le dialogue avec les Russes et le dialogue avec les Iraniens est insuffisant, je veux dire. D'accord. Et donc ma recommandation, j'ai vu que le président l'autre jour avait parlé avec Poutine des affaires ukrainiennes. Ouais. Je trouve que la France n'a pas assez parlé avec la Russie au cours des dernières années. Et que sur l'affaire de la Syrie, comme sur l'affaire d'ailleurs de l'Ukraine, notre intérêt c'est de parler. Il faut aller à Moscou.
Du côté militaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours le même problème de la surchauffe de nos armées. Et donc, attention, les Américains risquent de nous entraîner sur la Syrie. Ouais. Que là, on risque de ne pas avoir les moyens de pouvoir. Il ne faut pas s'enflammer côté militaire, ça c'est votre opinion. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, même chose. L'Iran, Moscou, deux clés très importantes, et que la France se reconnecte au processus diplomatique, parce que la France maintenant est marginalisée depuis l'échec des frappes de 2013. La France est à côté. Ceux qui mènent le bal, ce sont les Américains et les Russes. Donc, remisons sur la diplomatie, reconnectons-nous au processus et soyons positifs. Jean-Luc? La clé, effectivement, chez les Russes et l'Iran, et donc dans une certaine mesure dans le rapport entre les États-Unis et la Russie. Le conseil, c'est qu'il faut arrêter de s'énerver, il faut arrêter de s'exciter, il faut arrêter de s'agiter, de faire des déclarations dans tous les sens, de principes qui ne sont pas suivis. On parle évidemment aux Syriens, il y a un vieux principe qui dit c'est surtout pendant la guerre qu'il faut parler à l'ennemi. Eh bien, c'est évidemment ce qui se passe. Il faut un peu de vérité à l'opinion. Elle est capable de comprendre qu'à un moment donné, il y a des impératifs et qui ne sont pas formidablement moraux. Bon, majorité du Conseil, plutôt non, enfin en tout cas pas se ruer à Damas pour reprendre Assad dans ses bras et croire que la solution est là. En revanche, voilà la recommandation que nous envoyons dès à présent à l'Elysée. Et puis, il y a votre décision, à vous tous qui nous avez regardé, pour ce 3e numéro de Vous, Président. Qu'est-ce que vous avez décidé? Eh bien voilà, le résultat, non à 63%. Il ne faut pas reprendre langue immédiatement avec Bachar el-Assad. Vous avez suivi aussi la recommandation du Conseil. Voilà le résultat. C'était vous qui étiez président ce soir. Revenez la semaine prochaine à la même heure parce que vous serez toujours président et apprécié. Ce n'est pas le cas pour tous.